il y a un chiffre qui me serre particulièrement le cœur. 71% des femmes disent n'avoir jamais été prévenues de l'impact du cancer sur leur sexualité. Il faut absolument que ça change. Ça veut dire que beaucoup de femmes se retrouvent seules face à ces difficultés en pensant qu'elles sont un cas isolé ou qu'elles devraient simplement apprendre à vivre avec, alors que non, c'est fréquent et surtout, il existe des solutions. Après un cancer, beaucoup de couples se mettent une pression énorme pour reprendre une vie sexuelle normale. Reprendre une vie sexuelle normale, j'ai mis entre guillemets évidemment, mais c'est quoi une vie sexuelle normale finalement ? Et si on repensait la sexualité autrement ? Et si personne ne vous a prévenu que cela pouvait arriver, je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas seul, vous êtes des milliers de femmes à traverser ça et vous méritez qu'on vous écoute, qu'on vous accompagne et qu'on cherche des solutions avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 2e épisode de la série spéciale Courrier du cœur. Donc cette série d'épisodes courts. La semaine dernière, on a parlé de la plage, des maillots, des décolletés, qui étaient des moments parfois très compliqués pour certaines femmes pendant et après un cancer du sein. J'ai légitimé toutes ces sensations, les questions, les doutes, le fait qu'on se sent parfois complètement bizarre ou folle ou pas normale. Bref, tout ce qu'on peut ressentir pendant ce processus de reconstruction physique et psychique. Et cette semaine, j'avais envie de parler d'un sujet très intime, mais qui peut avoir un impact énorme sur la qualité de vie, la sécheresse vulvo-vaginale pendant et après un cancer du sein. Le cancer et ses traitements peuvent profondément bouleverser la sexualité. Il y a l'impact physique, bien sûr. La chimiothérapie, si on en a eu, peut provoquer une ménopause précoce et très rapide en plus. Et l'hormonothérapie diminue ou bloque l'action des œstrogènes qui jouent un rôle essentiel dans l'hydratation et la souplesse de la vulve et du vagin. Quand les œstrogènes diminuent, les tissus deviennent plus fins, plus secs, plus fragiles. Ça peut provoquer des brûlures, des irritations, des douleurs pendant les rapports et parfois même des symptômes urinaires. Alors il y a même des gens qui parlent de sensations d'aiguilles, de picotements d'aiguilles. Donc voilà, donc on parle de brûlures, irritations, douleurs. Alors ça c'est l'aspect physique, mais il y a aussi tout le reste bien sûr. La fatigue, la charge mentale, la peur de la récidive, le corps qu'on ne reconnaît plus, les cicatrices, le sentiment peut-être de ne plus être désirable ou la peur d'avoir mal pour en nommer quelques-uns. Tout ça peut évidemment avoir un impact sur le désir et sur l'intimité. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jusqu'à 70% des femmes traitées pour un cancer souffrent de sécheresse vaginale ou vulvo-vaginale. Une étude française montre que 46% des femmes traitées ou en rémission d'un cancer du sein ont vu la fréquence de leur rapport diminuer et que 38% ont connu un arrêt complet de leur vie sexuelle. Et un chiffre me serre particulièrement le cœur, 71% des femmes disent n'avoir jamais été prévenues de l'impact du cancer sur leur sexualité. Ouille, faut que ça change. Ça veut dire que beaucoup de femmes se retrouvent seules face à ces difficultés en pensant qu'elles sont un cas isolé ou qu'elles devraient simplement apprendre à vivre avec. Alors que non, c'est fréquent et surtout, il y a des solutions. Première chose importante, vulve ou vagin. On parle souvent de sécheresse vaginale, mais parfois elle est en réalité vulvaire. Et c'est pas du tout la même chose. Le vagin, c'est l'intérieur, la vulve, c'est l'extérieur, les lèvres, l'entrée du vagin et les tissus autour. Certaines femmes disent qu'elles ont mal pendant les rapports ou qu'elles ont une sensation de brûlure. Et en réalité, la douleur se situe surtout à l'entrée du vagin, au niveau de la vulve. Cette distinction, elle est super importante parce qu'elle peut orienter le choix des soins et surtout l'endroit où appliquer certains produits. Il existe souvent une confusion entre sécheresse vaginale et sécheresse vulvaire.
Si vous ne savez pas exactement d'où vient la douleur, s'il vous plaît, parlez-en avec votre gynécologue. Dans l'épisode 26, avec la docteure Marion Opomerol, gynécologue et sexologue à Gustave-Roussy, nous avons parlé libido, douleur, sécheresse vulvo-vaginale, image du corps et surtout solutions concrètes. Dans l'épisode 61, avec Sébastien Landry, psychosexologue spécialisé en oncologie, on a parlé de libido, désir sexuel et désir amoureux, parce qu'on peut aimer profondément son partenaire et pourtant ne plus avoir de désir. Et j'ai également consacré un épisode à la sexualité avec Sharan Marchand, l'épisode 160, pour repenser la sexualité autrement. Ça, c'était pour vous donner quelques ressources sur le podcast si vous voulez aller plus loin. Et dans l'épisode 26, Marion a bien expliqué la différence entre vulve et vagin par rapport à la sécheresse. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer concrètement ? Alors, on va commencer par nommer les lubrifiants que tout le monde connaît. Ils s'utilisent au moment des rapports ou de la pénétration pour diminuer les frottements et la douleur. Il en existe à base d'eau ou de silicone. Certaines femmes préfèrent ceux à base de silicone parce qu'ils restent plus longtemps et sèchent moins vite. Il existe aussi des hydratants vulvaires et vaginaux à utiliser régulièrement, même lorsque aucun rapport n'est prévu. Certaines femmes sont soulagées par des produits à base d'acide hyaluronique comme le Mucogyn ou d'autres gels similaires. Certaines utilisent également de l'huile de coco ou de l'huile de bourrache ou de l'huile d'onagre. Beaucoup de femmes en disent du bien. Là encore, il est important de savoir si la sécheresse est surtout vulvaire, vaginale ou les deux, parce que l'endroit où on applique les produits peut faire une grande différence. Et puis, c'est hyper important de dire que quand on a mal, le corps se met souvent en protection. On peut se crisper, les muscles du périnée peuvent se contracter et anticiper la douleur. Un véritable cercle vicieux peut alors s'installer. Une kiné spécialisée dans le périnée peut vraiment aider. Elle peut travailler sur les tensions, le vaginisme, la peur de la pénétration et parfois proposer un travail progressif avec des dilatateurs vaginaux. Donc, n'hésitez pas à aller consulter une personne spécialisée qui pourra vous aider parce qu'il n'y a aucune raison de rester seul avec cette souffrance. Et si on repensait la sexualité autrement ? Après un cancer, beaucoup de couples se mettent une pression énorme pour reprendre une sexualité normale. Ah, vous pouvez imaginer que j'ai mis « reprendre une sexualité normale » entre guillemets. Mais qu'est-ce que c'est une sexualité normale finalement ? Il n'y a aucune obligation de retrouver exactement la sexualité d'avant. Et il n'y a surtout aucune obligation à ce que chaque rapport comporte une pénétration. Il n'y a pas une bonne sexualité, et Géraldine de Radiguez en a parlé aussi sur le podcast. Il existe une sexualité qui vous ressemble. Des caresses, de la tendresse, des massages, de la sensualité, une douche à deux, une sieste dans les bras l'un de l'autre. Tout ça, c'est de la sexualité, c'est de la sensualité. Il y a la masturbation aussi, pourquoi pas, une manière de se reconnecter à son corps et de retrouver des sensations à son rythme, sans pression et sans objectif de performance. Certaines personnes découvrent, même après le cancer, une intimité plus douce, plus lente et parfois plus profonde. Et comme le dit très bien Sharan Marchand dans le podcast, on peut sortir d'une sexualité centrée sur la pénétration et découvrir d'autres façons de vivre le plaisir et l'intimité. Et pour toutes ces réflexions, franchement, les podcasts avec Sébastien Landry, Géraldine de Radiguez, que je n'ai pas mentionné précédemment, mais vous la retrouverez facilement, et Sharan Marchand, permettent de vraiment pousser cette réflexion un peu plus loin, ouvrir le champ des possibles, se sentir déculpabilisé, repenser la sexualité autrement. Alors, que penser des œstrogènes locaux ? Je vous entends déjà me dire « Mais Delphine, t'es malade, j'ai un cancer du sein hormonodépendant, je ne peux pas prendre d'hormones. » C'est une inquiétude parfaitement légitime,
Mais voici ce que disent les données scientifiques aujourd'hui. Une grande étude publiée dans JAMA Oncologie, portant sur plus de 49 000 femmes ayant eu un cancer du sein, a montré que les œstrogènes vaginaux locaux, utilisés en gel, en crème ou en ovule, ne semblent pas augmenter le risque de récidive selon les données actuellement disponibles et peuvent être envisagées lorsque les autres solutions ne suffisent pas. Je rementionne encore et encore, je ne suis pas médecin, mais je me permets de parler de ces crèmes à base d'œstrogènes locaux, car on m'en a prescrit et ça a été miraculeux. Et je ne suis pas la seule, et dernièrement, une oncologue réputée en a parlé lors d'une conférence, mais j'aimerais ajouter que ça ne remplace évidemment jamais une discussion avec votre médecin. De toute façon, c'est avec prescription, donc de toute façon, vous devrez en parler avec votre gynécologue ou votre oncologue. Chaque situation est différente, chaque traitement est différent, mais ça vaut vraiment la peine d'en parler avec votre équipe soignante plutôt que de souffrir en silence en pensant qu'il n'existe aucune solution et finalement vous tapez une bonne déprime, voire une dépression. On va essayer d'éviter la double peine tant que possible. Quand une femme n'ose plus être touchée, quand elle appréhende chaque rapport, quand elle renonce complètement à sa vie intime, ou se sent coupée de son corps ou de son couple, ça peut vraiment avoir un impact énorme sur sa qualité de vie et sur sa santé psychique. La sexualité, c'est pas un luxe, elle fait partie de la vie et la qualité de vie compte énormément. Il existe encore d'autres pistes dont vous entendrez peut-être parler, certains traitements physiques comme le laser, la radiofréquence ou la photobiomodulation. Certaines équipes les proposent et ça vaut vraiment la peine d'explorer tout ça. Je pense que bientôt je ferai un podcast sur la photobiomodulation parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de choses extrêmement positives pour plein de problématiques dues au cancer. Et puis pour les techniques comme le laser vaginal, les données restent encore insuffisantes pour en faire une solution systématique. Il faut vraiment en discuter avec une équipe spécialisée qui pourra tout vous expliquer. En tout cas, consultez si vous avez des douleurs, des saignements, des brûlures persistantes, des pertes inhabituelles ou des symptômes urinaires. Tout n'est pas nécessairement dû à la sécheresse, il peut y avoir une infection, une dermatose vulvaire, une tension musculaire, une irritation ou un autre problème qui mérite d'être examiné. Et surtout, ne restez pas seul. Parlez-en à votre oncologue, à votre gynécologue, à une sage-femme, à une sexologue ou un sexologue, à une kiné du périnée. Et si le premier professionnel minimise votre douleur, franchement, allez voir quelqu'un d'autre. Osez en parler à quelqu'un d'autre parce que non, ce n'est pas dans votre tête, non, ce n'est pas indécent d'en parler et non, vous n'avez pas à choisir entre être soigné et avoir encore une vie intime. En parler, c'est déjà commencer à débloquer quelque chose et si personne ne vous a prévenu que cela pouvait arriver, je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes ni bizarre, ni cassé, ni seul. Vous êtes des milliers de femmes à traverser ça et vous méritez qu'on vous écoute, qu'on vous accompagne et qu'on cherche des solutions avec vous. Je vous envoie un immense hug. Je vous envoie aussi vers les podcasts déjà enregistrés sur la sexualité pour éventuellement préparer votre rendez-vous avec un ou une spécialiste. On se retrouve très vite pour le prochain épisode des Courriers du Cœur. Je répondrai à ces questions parce que je l'ai reçue plusieurs fois. J'ai été tellement déçue par mes proches. Comment est-ce que je fais pour gérer la déception, la tristesse et la colère ?